Une arme à feu, une paire de gants et la dissimulation de corps. Ces détails glaçants, prétendument envoyés par SMS, pourraient constituer un plan pour un meurtre et envoyer une jeune fille de 18 ans, son petit ami et une autre personne en prison à vie. Et au centre de tout cela se trouve une fille accusée d'avoir aidé à orchestrer le meurtre de sa propre mère, prétendument à cause des tâches ménagères. Nous venons de voir Brianna Dutcher au tribunal. C'est selon WBNS. Et aussi grave que puissent paraître ces messages, ces avocats affirment que l'histoire est plus complexe. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. La mort de Tamela Dutcher a bouleversé une région de l'Ohio habituellement calme et sûre. Les membres de sa famille disent qu'elle était aimée de beaucoup et qu'elle manquera à tous pour le reste de leur vie. Dans sa nécrologie, il y a une référence très intéressante à la jeune fille qui est maintenant accusée de son meurtre. Sa propre fille, son unique enfant, Brianna, âgée de 18 ans. Et voici une vidéo de Brianna lors de sa plus récente comparution devant le tribunal du comté de Delaware, dans l'Ohio. C'était la première fois que nous la voyons en personne au tribunal, selon WBNS. Lors de sa première comparution, elle y a assisté virtuellement depuis la prison du comté. Et il semble qu'elle va rester en prison pour un long moment, le temps que cette affaire suive son cours dans le système judiciaire. Comprenez-vous au moins les deux chefs d'accusation tels que je viens de vous les lire? Parlons de la victime. C'est la femme qui a perdu la vie le 14 août, Tamela Dutcher. Ses amis l'appelaient Tammy. Et ce qui lui est arrivé est terrifiant. Mais en réalité, elle n'était pas la seule qui aurait pu perdre la vie ce jour-là. Nous en parlerons davantage dans un instant. Tammy, apparemment, était titulaire d'un doctorat en psychologie et elle s'est penchée il y a des années sur le problème même qui pourrait être à l'origine de sa mort. Comme dans un glaçant présage. Car, en 2002, elle a rédigé un article professionnel intitulé The Violent Homicidal Adolescent, Hearts Darkened Before Time. Maintenant, parlons de Brianna Dutcher, 18 ans. Car il est important de noter qu'elle n'est pas accusée d'avoir appuyé sur la gâchette dans le meurtre de sa mère, mais de tout nouveaux messages textes que les forces de l'ordre affirment qu'elle aurait supprimés avec son petit ami sont choquants et pourraient être la raison pour laquelle elle est derrière les barreaux. Mais son avocat affirme maintenant que ces messages textes, que nous allons vous lire, ne sont peut-être pas ce que vous pensez. Avant d'en venir à ces messages, je veux exposer ce que les forces de l'ordre disent s'être passé dans les premières heures du 14 août. Envoyez le camion de pompiers 321, l'ambulance 321 et le bataillon 321. C'est tout. Et mettez-vous en route. C'est l'appel qui a été lancé juste après minuit pour que les secours se précipitent au domicile de la famille Dutcher. Unité Delcon, ici rue Pinella. Vous allez vous mettre en attente pour le DCSO. Il y a un suspect potentiel à pied dans la zone, armé et dangereux. Femme de 55 ans, blessée par balle près de l'œil. Elle respire encore. Ils essayent d'exercer une pression. La police affirme que 2 hommes sont entrés dans la maison et ont tiré sur Tamela. Leur nom, Christian Evans et Dejamais Payne. Le lien, Christian Evans sortait avec Brianna et Dejamais Payne était le colocataire d'Evans. À ce stade, il n'est pas clair qui a tiré le coup de feu qui a tué la mère de Brianna, mais tous les deux sont accusés de meurtre aggravé. Mais il semble qu'Evans et Payne visaient non seulement la mère de Brianna, mais aussi le mari de Tamela, un homme nommé Neil King. Et c'est là que cette histoire devient encore plus glaçante. Car Evans et Payne auraient pénétré dans la maison des Dutcher et tiré une balle en plein visage de Tamela. Le mari de Tamela, cet homme Neil King, selon la plainte pénale, s'est alors précipité pour aider sa femme. On l'imagine dans une position très vulnérable. Et Evans et Payne sont accusés d'avoir tiré une autre balle, mais heureusement, ils ont raté leur cible. On pense juste à cet homme, et je pense à cette situation. Il prend soin de sa femme mourante sur le sol. Et ces 2 personnes, peu importe qui tenait l'arme, auraient tiré un coup de feu. Maintenant, en ce qui concerne la chasse à l'homme, il n'a pas fallu longtemps à la police pour retrouver Evans et Payne. Ils seraient allés jusqu'en Virginie occidentale, puis seraient revenus dans l'Ohio où ils ont été arrêtés. On ne sait pas où se trouve l'arme du crime en ce moment. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles.
Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Quant à Brianna, comment la police l'a-t-elle liée au drame qui venait de se produire? Au début, la police dit qu'elle leur a dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle ne savait pas qui pouvait faire une chose pareille à ses parents. Mais ensuite, les forces de l'ordre disent que son histoire a changé plusieurs fois. Et elle a finalement admis qu'Evans et Payne étaient chez elle la nuit de la fusillade. Mais les procureurs ont déclaré au tribunal qu'elle avait affirmé avoir laissé Evans et Payne dehors et qu'elle avait entendu des coups de feu dans la maison peu après, mais qu'elle n'avait jamais rien vu. Maintenant, la police dit que Brianna leur a dit qu'elle était en couple avec Evans, mais qu'elle avait caché cette relation à ses parents. Et elle a dit que c'était parce que ses parents n'auraient jamais approuvé une relation avec Christian Evans. Et elle aurait déclaré que la raison était que ses parents étaient, je cite, très racistes. Encore une fois, ce sont ces mots. Donc, je veux parler de ces messages supprimés, parce que c'est là que la police semble dire que Brianna Dutcher ne leur dit pas la vérité. Et ces messages auraient été supprimés de son téléphone. Et comme on l'a vu dans beaucoup de ces affaires criminelles, on peut supprimer des choses de son téléphone et on ne pourra plus les voir. Mais les forces de l'ordre ont toujours la capacité d'obtenir ces informations. Maintenant, passons en revue ces messages. Et il semble que, lorsqu'il s'agit d'un mobile potentiel dans cette affaire, cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que des tâches ménagères. Et ce que nous voulons dire par là, c'est que Brianna Dutcher a envoyé un message à Christian Evans, se confiant un peu, à propos d'une grosse dispute qu'elle aurait eue avec sa mère, tard mercredi soir. Et c'était simplement à propos des tâches ménagères. Donc, elle envoie des messages à Christian Evans, elle lui raconte cette grosse dispute avec sa mère, et Evans aurait répondu, selon l'affidavit qui a été transmis aux médias locaux dans l'Ohio, que si c'était lui, il l'aurait tué. Mais cela semble n'être que le début de ce que la police affirme avoir trouvé sur ses téléphones. Car voici les messages textes selon WBNS qui ont été mentionnés dans la déclaration sous serment établissant la cause probable. Maintenant, Christian envoie un message à Brianna disant qu'ils doivent être cachés une fois qu'ils seront tous les deux décédés, juste au cas où. Aussi, je pense que tu devrais aussi te procurer une arme. Et Brianna répond. R, elle est dans le salon, il est au sous-sol. Quand tu es là, dis-le-moi. Fais-moi savoir. Ce sont des messages textes, donc la conversation n'est pas très correcte grammaticalement. Alors soyez indulgents pendant qu'on les lit. Maintenant, Christian répond en disant « On se prépare ». Et Brianna dit « Caca ». Christian dit « Je prends des gants ». Ils doivent être cachés une fois qu'ils seront tous les deux décédés. Prends-les tous les deux en même temps. Et Brianna dit « J'ai compris ». Christian aurait alors dit « Ça doit être parfait ». Et Brianna dit « Je vais juste les descendre ». Christian demande « Comment ?» Et Brianna dit « Oui, on va vraiment aider. » Des chaussures sous la pluie et tout ça. Tu sais, pour la police scientifique et tout, non? Tu es prêt à le faire? Et Brianna répond « Rivière ou brûler ?» Et Christian dit « Sors et prends le Browning. » Maintenant, apparemment, ce sont les messages qui ont été supprimés. Et quand tu lis ça, je veux dire, tu en restes bouche bée quand tu penses qu'il s'agit d'une jeune fille qui aurait aidé à planifier le meurtre de sa mère, ainsi qu'une tentative de tuer son père. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai lu ça pour la première fois. Et encore une fois, ce ne sont que des allégations dont nous parlons. Donc, lorsque Brianna était au tribunal, son avocat a contesté la signification de ces messages textes. Voici Brianna au tribunal pour sa comparution initiale cette semaine. Nous allons voir dans un instant quel chef d'accusation le grand jury a retenu contre elle. Mais voici son avocat qui affirme que ces messages textes ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être. Elle aurait pu échanger des messages textes qui, je cite, jettent le doute sur certaines choses. Mais il n'y a aucune allégation selon laquelle ma cliente aurait commis des actes de violence ou aurait participé à un homicide ou à des agressions dans cette affaire. Selon WSYX,
Les procureurs allèguent qu'Evans et Dutcher ont discuté de la manière dont ils devraient tuer ses parents. Ils citent même ce message de Brianna où elle dit « Je vais juste les descendre ». Il semble qu'il y ait un autre rebondissement sur le plan juridique dans cette affaire. Et cela concerne Christian Evans, le petit ami de Brianna Dutcher, car au tribunal, son avocat a déclaré qu'il pourrait plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale dans cette affaire. Voici Evans lors de sa dernière comparution au tribunal. Ses avocats ont tenté de réduire sa caution, invoquant des préoccupations liées à sa santé mentale. Il a plaidé non coupable des accusations, mais ses avocats disent qu'il pourrait plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale dans cette affaire. Ils affirment également qu'en prison, il n'a pas accès aux médicaments dont il a besoin pour ses problèmes de santé mentale, mais on ne sait pas clairement quel trouble mental lui a été diagnostiqué. Quant à Jamis Payne, ses avocats disent qu'à ce stade, il n'y a aucune preuve qu'il ait été impliqué dans ce qui est arrivé à Tammy Dutcher, à part les allégations selon lesquelles il portait du noir et il se trouvait à la maison au moment de la fusillade. Il a également plaidé non coupable. Dutcher, Evans et Payne, ils sont tous détenus sous caution de 3 millions de dollars. Et la défense de Dutcher a essayé de contester cette caution, de la faire baisser. Ils estiment que c'est un montant excessif. Ils ont souligné que Brianna n'a pas de casier judiciaire, mais le juge a décidé de maintenir sa caution, ainsi que celle des deux autres, à 3 millions. L'avocat de Dutcher a déclaré que sa cliente plaide non coupable dans cette affaire. Les 3 suspects ont déjà été inculpés par un grand jury et ils sont accusés de meurtre aggravé, ce qui pourrait signifier que la peine de mort est envisagée dans cette affaire. Cependant, il n'est pas encore clair à ce stade si les procureurs souhaitent s'engager dans cette voie. Maintenant, l'avis de décès de Tamela Dutcher vient d'être publié. Il mentionne sa fille unique, qui est maintenant accusée d'avoir joué un rôle dans son meurtre. Il est écrit qu'en 1997, Tammy et Neil ont eu leur fille, Brianna. Et cette partie vous touche vraiment en plein cœur, je cite, que Tammy aimait de tout son cœur. Il semble que Brianna était leur unique enfant. Il y avait un autre membre de la famille que nous avons trouvé sur Facebook qui a écrit, je cite, « Je n'arrive toujours pas à comprendre cela. Sa propre fille, ma nièce, elle a tout reçu dans ce monde. Tout ce que ma sœur a toujours voulu dans la vie, c'était un bébé. J'espère simplement que sa mère n'a pas su, en mourant sur ce sol de cuisine, que sa fille était impliquée dans son meurtre. La police pourrait dire qu'il s'agissait d'une dispute au sujet des corvées ménagères. Des corvées ou une histoire d'amour adolescente qui n'aurait pas été approuvée par ses parents seraient, soi-disant, les raisons pour lesquelles cette horreur a eu lieu dans cette maison tranquille au nord de Columbus. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas si nous comprendrons un jour vraiment le pourquoi dans cette affaire, ni comment une chose pareille a pu arriver. Nous verrons comment cette affaire évoluera dans le système judiciaire. Il y a certaines dates qui approchent assez rapidement dans le calendrier de la procédure. Un procès devant jury est prévu pour Brianna Dutcher le 3 novembre. Et une dernière audience préparatoire est fixée au 19 octobre. Ce sont des dates très provisoires, et il est tout à fait possible qu'elles soient modifiées à mesure que l'affaire progresse. Rejoignez-nous maintenant pour en parler davantage. Le juge et avocat à la retraite Fanon Rucker, c'est toujours un plaisir, monsieur, de vous avoir ici sur Law & Crime. Vous savez, vous entendez l'argument de l'avocat de Brianna Dutcher quand vous lisez ces messages textes. Et pour ceux d'entre nous qui regardons cela de l'extérieur, vous pourriez dire que cela ne semble pas bon pour elle. Mais son argument est qu'il ne l'implique pas vraiment en ce qui concerne la violence physique. En tant que juge à la retraite, vous êtes un peu dans cette position, à réfléchir à la caution et à savoir si elle devrait voir sa caution réduite ou non. Qu'avez-vous pensé de cet argument et de la direction prise par le tribunal? Bien sûr. Eh bien, bonjour et merci de m'accueillir ici. Vous savez, c'est toujours difficile, les affaires dont nous parlons, mais c'est ce qui se passe dans notre monde. Donc, lorsque j'ai lu pour la première fois non seulement les accusations, mais aussi des informations sur les messages textes, je veux dire, ma première pensée a été qu'elle devrait probablement être inculpée en tant que principal responsable ou certainement comme complice. Mais ce que nous savons en droit, c'est qu'une personne qui aide, motive, encourage ou qui soutient ou aide autrement une personne à commettre un crime peut être tenue tout aussi responsable que la personne qui commet effectivement le crime. C'est la nature d'une conspiration. Et donc ici, l'argument sera qu'il n'y aurait pas eu de crime. Mais sans l'implication de Brianna, les difficultés de Brianna avec ses parents ou avec sa mère, Brianna allant voir son petit ami et disant « Je ne suis pas heureuse ». Et voici ce qui s'est passé. Il y a eu une entente malveillante pour discuter de la façon de mettre fin aux difficultés dans sa relation avec sa mère. Et malheureusement, c'est un dessein meurtrier qu'ils ont imaginé. C'est tellement difficile à comprendre. Je sais que le titre a été, vous savez, que c'était à propos des corvées. Apparemment,
Elle avait une relation dont elle pensait que sa mère n'approuverait pas. Mais arriver à ce point, pourquoi? Et je ne sais pas si on n'aura jamais une réponse à cela. Quand il s'agit de meurtre aggravé dans l'Ohio, qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est ce dont elle et les deux autres, Christian Evans et Jamie Payne, ont tous été accusés dans cette affaire. Oui, donc dans l'Ohio, et chaque État fait les choses différemment. Certains États parlent de degrés. Vous savez, meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré. D'autres États, comme l'Ohio, utilisent des adjectifs pour qualifier le meurtre, comme agression criminelle ou meurtre commis lors d'un autre crime, meurtre aggravé, homicide par négligence. Dans l'Ohio, le crime le plus grave qu'on puisse attribuer à une personne est le meurtre aggravé. Et cela signifie que ce n'est pas simplement le fait de tuer une personne ou de lui ôter la vie. C'est ôter la vie avec une préméditation et des circonstances aggravantes. Et quelles sont ces circonstances aggravantes? Non seulement ils l'ont planifié, mais il y avait aussi, encore une fois, une conspiration. Il y avait une intention, pas forcément ici, mais il y avait une intention de les voler en leur ôtant la vie, qu'ils les enlevaient ou qu'ils les ont enlevés au cours des faits. Je veux dire, il y a un facteur aggravant qui élève la peine obligatoire liée à l'accusation elle-même. Et c'est de cela qu'elle, ainsi que les deux autres, ont été accusés. Vous savez, et dans ce cas aussi, avec le meurtre aggravé dans l'Ohio, la peine de mort est potentiellement envisageable. Nous ne savons pas si les procureurs vont choisir cette option. Quelle est la probabilité? C'est le comté de Delaware, dans l'Ohio. C'est au nord de Columbus. J'imagine, comment cela varie-t-il d'un comté à l'autre concernant la peine de mort? Et je ne sais pas s'ils opteront pour la peine de mort. Il est certainement trop tôt pour juger cela. Mais typiquement dans l'Ohio, je sais que dans le comté de Franklin, le procureur principal là-bas n'est pas quelqu'un qui soutient la peine de mort. Donc, nous n'avons pas vu cela dans ces affaires. Comment cela varie-t-il d'un comté à l'autre dans l'Ohio quant à savoir si la peine de mort devient réellement une possibilité dans une affaire comme celle-ci? C'est une question intéressante parce qu'en Ohio, nous avons 88 comtés. Et ce qui a été démontré, c'est qu'historiquement, il y a une différence dans la justice selon l'endroit où le crime est commis. Un même crime odieux commis à Cleveland sera traité différemment que s'il avait lieu, par exemple, dans le comté de Delaware. Et l'une des raisons, c'est à cause des ressources financières nécessaires pour poursuivre une affaire de peine de mort. Certains comtés disposent de plus de ressources pour engager cette lourde procédure qu'est une affaire passible de la peine de mort. D'autres comtés n'en ont pas. Je veux dire, nous avons eu une affaire assez importante ici il y a quelques années où plusieurs membres d'une famille ont été assassinés. Et il y a eu un grand débat sur le fait qu'il fallait requérir la peine de mort ici, mais que nous n'avions pas les moyens d'aller au bout des poursuites. Ils ont finalement accepté certains accords et mis en place des procédures pour que la peine de mort soit écartée. Mais dans le comté de Delaware, c'est un plus petit comté. Et donc, d'un point de vue financier et en termes de véritables questions de justice, le manque de continuité d'un comté à l'autre dans le recours à la peine de mort représente vraiment un problème important pour certains. Et très honnêtement, il y a d'autres éléments ici qui mériteront certainement une discussion. Quand nous avons une jeune fille de 18 ans sans antécédent criminel, du moins sans violence dans son dossier, cela, du moins pour beaucoup de gens dans la communauté, sur le plan émotionnel, irait à l'encontre de l'imposition de la peine de mort. Et puis de l'autre côté, il y a une composante raciale. Parce qu'elle a dit non seulement que ses parents seraient contre et la mettraient à la porte s'ils savaient qu'elle sortait avec un gars noir. Les jeunes hommes noirs sont ceux qu'on accuse d'avoir appuyé sur la gâchette et commis les violences. Ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement risquer la peine de mort. Donc, on a une situation où il semble possible qu'une partie des personnes impliquées dans le complot soit, vous savez, visée par une qualification pouvant entraîner la peine de mort, et les autres non. Et cela se répartit selon des lignes raciales. Donc, toutes ces questions politiques, émotionnelles et sociétales vont à l'encontre de l'idée que la peine de mort serait forcément requise ici. Mais cela reste à voir. C'est vrai. Et il sera intéressant de voir à quel point cette histoire attirera l'attention à l'avenir. Car on constate dans de nombreux cas, lorsqu'il y a des implications raciales, qu'il existe certainement cette relation entre une mère et sa fille. Ces affaires attirent l'attention. Et ces questions deviennent alors partie intégrante du discours qui les entoure. Et je pense que dans le cas d'Evans et Payne, ils ne savent pas qui a tiré le coup de feu, d'après ce que j'ai compris de la police à ce stade. Il est allégué qu'ils sont tous les deux entrés dans la maison. L'un d'eux avait l'arme. Il semble que la police dise que ce sont eux deux qui ont commis l'acte matériel.
Mais même s'ils sont tous les deux accusés de meurtre aggravé, et que la loi dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de savoir qui est la personne précise qui a tiré, d'un point de vue de la défense, à quel point cela a-t-il de l'importance, une fois qu'on en arrive là, si c'est l'un ou l'autre? Par exemple, pour la personne qui était présente, qui a tout vu, mais si elle se retrouve avec l'arme du crime, et que les analyses médico-légales montrent que c'était l'autre personne, comment cela pourrait-il entrer en ligne de compte dans la défense? Eh bien, d'un point de vue de la responsabilité pénale, cela ne ferait vraiment aucune différence. Cependant, lorsqu'on parle de la phase de détermination de la peine, lorsqu'on parle des conséquences et de la peine de prison, ou, comme nous l'avons dit, d'une qualification spéciale ouvrant la voie à la peine de mort, si cette qualification est retenue, cela plaiderait fortement en faveur de circonstances atténuantes qui seraient débattues par les deux parties. Eh bien, il n'y a aucune preuve qu'il ait réellement appuyé sur la gâchette. Oui, nous devrions imposer une peine plus lourde à celui qui a appuyé sur la gâchette plutôt qu'à celui qui se trouvait simplement là ou qui a été influencé à participer parce qu'il était avec sa petite amie. Donc cet argument, à l'avenir, encore une fois, en mettant de côté la responsabilité pénale lors de la phase de la peine ou des conséquences, c'est là que nous entendrons davantage parler de la distinction. Cela dit, c'est encore très tôt dans la procédure. Je veux dire, nous parlons d'un incident qui vient tout juste de se produire le 14 août. Et je sais qu'ils ont fixé une date d'audience préalable au procès dans les prochains mois. Mais je peux vous dire qu'il faudra 1 an ou 2 avant qu'il y ait un avancement significatif. En fait, à moins que quelqu'un ne décide de... Vous savez, de conclure un accord, de plaidoyer et de témoigner contre l'un ou les deux autres pour le compte de l'État. Si les trois maintiennent leur position en disant « je n'ai rien fait de mal » et qu'ils ne communiquent pas, cela pourrait être un processus très long. Mais pendant le processus, comme nous le savons, beaucoup d'informations finissent par être révélées, ce qui apporte plus de clarté sur ce qui s'est passé et sur qui était responsable de quoi. Oui, et ce sera intéressant. Y a-t-il d'autres messages textes supprimés, prétendument supprimés, qui remontent encore plus loin que simplement la veille de tout ce qui s'est passé? Vous savez, avant cette dispute apparemment explosive que Brianna Dutcher finit par avoir avec sa mère à propos des tâches ménagères, puis elle se confie à Christian Evans, et vous savez, soudainement ils sont soi-disant en train de planifier un meurtre. En ce qui concerne le calendrier judiciaire aussi, comme vous le soulignez, c'est un bon point, parce que quand on voit écrit sur le papier qu'un procès devant jury est prévu pour le 3 novembre, puis qu'il y aura une dernière audience préparatoire, ceci concerne spécifiquement Brianna, le 19 octobre. Tout le monde a droit à un procès rapide. Pourquoi avons-nous fixé cette date aussi rapidement? Mais pour rebondir sur ce que tu dis, il est possible qu'on soit encore ici dans 1 an à parler des développements et des éléments de preuve révélés dans cette affaire, parce que c'est rare, voire jamais, que l'on voit une affaire de meurtre aller réellement en procès à une date comme le 3 novembre. Eh bien, une partie de la raison, c'est que, en tant que juge, et je dis toujours nous, parce que j'ai siégé pendant 13 ans, donc je fais toujours partie de cette communauté. Je dis qu'en tant que juge, nous avons tendance à obliger les parties à avancer. Ne restons pas simplement assis ici à nous tourner les pouces, les amis. Alors, fixons des dates qui encourageront les parties à faire intervenir leurs enquêteurs, à parler aux témoins, à déterminer leur position juridique, à déposer des requêtes. Ne nous contentons pas de fixer d'office une date en mars, avril ou juillet de l'année prochaine. Fixons plutôt cela rapidement, afin que les personnes concernées soient motivées. Pour commencer à avancer et à préparer activement, poursuivre ou défendre leurs affaires. Vous savez, un élément intéressant que j'ai vu, c'est que sur les 3, l'un des jeunes hommes a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. C'est très intéressant. Je veux dire non coupable pour cause d'aliénation mentale. Évidemment, cela signifie que je n'ai pas compris ou apprécié la nature de ce que je faisais au moment où je l'ai fait. Mais plus important encore, non coupable pour cause d'aliénation mentale est un moyen de défense fondé sur la reconnaissance des faits, ce qui signifie que je reconnais avoir fait quelque chose de mal, mais qu'il y avait une raison à mon acte. C'est presque un aveu. C'est une démarche intéressante si tôt dans cette affaire. Oui, et encore une fois, je veux dire, cela vient tout juste de se produire le 14 août. Je veux dire, est arrivé ce mois-ci. Et déjà s'orienter dans cette direction. Vous savez, cela peut en dire long sur les preuves qu'ils savent que les procureurs ont contre eux à ce stade. Quand il s'agit d'une partie du récit qui a été diffusée, il y a le mari de Tamela Dutcher. Et cette scène terrible se déroule alors qu'elle vient d'être abattue. Et puis cet homme, qui s'appelle Neil King, arrive. Son nom a été, vous savez, mentionné dans les médias. Il arrive, et il s'occupe de sa femme qui est au sol, en train de mourir. Et puis, selon la police, Painter Evans tire un autre coup de feu. Et il y a la possibilité que des accusations de tentative de meurtre soient ajoutées dans cette affaire. Mais même quand on y pense, on imagine comment cette affaire pourrait être présentée à un jury, si cela arrive, vous savez.
À quel point cela semble avoir été commis de sang-froid. En plus de ce qui a déjà été fait à Tamela Dutcher, comment cette partie de l'histoire, si elle est vraie, entre en jeu dans les accusations auxquelles ils font face. Eh bien, comme vous l'avez dit, il pourrait ajouter des chefs d'accusation, pas nécessairement les requalifier, mais ajouter des chefs d'accusation supplémentaires après avoir poursuivi ou continué leur enquête. Mais vous savez, il faut penser à long terme ici. Il faut penser à, et moi je joue aux échecs quand je traite mes affaires. Je fais de mon mieux. C'est une position stratégique. Et vous pensez 3, 4, 5 ou même 10 coups à l'avance. Donc on parle d'un jury potentiel qui entendrait des faits comme ceci. Vous pensez à des membres de la communauté, des gens ordinaires qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des problèmes de santé, juste des gens du quotidien, assis au banc des jurés, portant la lourde responsabilité de prendre une décision concernant une scène aussi tragique. L'idée visuelle de la scène et l'aspect émotionnel de ce que cela représente pour une personne ordinaire doivent forcément occuper l'esprit des avocats de la défense et des procureurs. Si ce qui est décrit est exact et que les preuves matérielles peuvent le confirmer, ce serait extrêmement accablant. Pour le juré moyen, devoir écouter cela et prendre une décision censée être impartiale. C'est difficile d'être impartial quand on entend quelque chose comme ça qui a pu se produire. Les 3 accusés dans cette affaire sont détenus avec une caution fixée à 3 millions de dollars chacun. Parfois, c'est difficile à comprendre. Dans certains États, vous savez, il n'y a pas de caution parce que les accusations sont tellement graves. Nous avons vu d'autres affaires où une personne accusée de meurtre reçoit une caution qu'elle peut payer. Peut-être qu'elle a une caution avec garant et qu'elle peut sortir. Vous savez, dans ce cas, c'est 3 millions. Qu'est-ce qui entre en jeu en tant qu'ancien juge? Qu'est-ce que vous regardez? Quelles sont les informations dont vous disposez lorsqu'il s'agit de déterminer la caution pour quelqu'un comme Brianna Dutcher, Christian Evans ou Dejami Payne? Donc le but principal de la caution est de s'assurer que la personne se présente au procès. Je veux dire, c'est vraiment le but fondamental. Et dans ce cadre, il y a plusieurs éléments que le juge doit prendre en compte pour l'aider à déterminer quelle est une caution ou une condition de remise en liberté appropriée. Que ce soit monétaire, que ce soit en restreignant, en limitant les déplacements de quelqu'un, que ce soit en retirant leur passeport s'ils risquent de prendre la fuite. Mais ce que vous devez examiner, c'est le risque de préjudice pour la communauté si cette personne est remise en liberté. Quel est le risque que cette personne s'enfuit, prenne la fuite, disparaisse? Et plus l'infraction est grave, plus il est probable historiquement que cette personne ne restera pas pour le procès. Mais aussi, quel est le risque que cette personne subisse des préjudices de la part d'autrui ou qu'elle se fasse du mal? Je veux dire, tous ces éléments plaident en faveur d'une caution importante ici. Maintenant, vous avez mentionné l'absence de caution, ce qui signifie que je vais vous garder ici pendant que cette affaire est en cours. Dans l'Ohio, tous les dossiers, tous les prévenus ont droit à une caution, sauf dans les affaires passibles de la peine capitale. Ce n'est pas encore une affaire de peine capitale. Et donc, selon la loi, une caution doit être fixée par le tribunal. Ici, 3 millions, je veux dire, c'est un chiffre important. Du moins, ça semble être un chiffre important. Mais que se passe-t-il si la personne possède des biens importants? Alors, ces 3 millions de dollars paraissent beaucoup moins importants que pour une personne sans abri à qui l'on fixe une caution de 1000 dollars qui n'a absolument aucun lien ni rien dans ses poches. Cela peut avoir, vous savez, un impact très différent. Donc, le juge dispose d'une évaluation des biens réalisée par les services de suivi avant procès. Il a aussi, vous savez, l'historique professionnel de la personne, si elle en a un, si elle est employée. Ils ont des informations sur le parcours scolaire de la personne. Ils ont des informations sur les antécédents criminels de la personne et même accès aux accusations portées contre elle lorsqu'elle était mineure. Et ici, lorsqu'elle a 18 ans, qu'ils ont 20 et 21 ans, il peut y avoir quelque chose dans les dossiers de mineurs qui correspond à ce type d'accusation. Ce sont toutes des informations que nous, en tant que juges, avons lorsque nous prenons des décisions concernant la caution, recueillies par ce qu'on appelle les services d'enquête préalables, auxquels les greffes ont accès lors de l'enquête avant que les prévenus ne comparaissent pour la première fois devant le juge. Oui, et nous verrons ce qui va se passer ensuite dans cette affaire. Je veux dire, c'est tout simplement une tragédie. Ce qui peut sembler cliché quand on parle de faits divers, mais on ne peut s'empêcher de penser à des parents qui élèvent un enfant, et puis cet enfant est accusé, avec 2 autres, d'avoir ôté la vie à sa propre mère. C'est vraiment une histoire terrible.
Nous allons suivre cela de très près. Le juge à la retraite, Fanon Rucker, avocat pénaliste. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Merci d'être avec nous. Merci. C'est tout pour On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.